Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dachary, bonjour. Bonjour. Et David Brutail. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes conseillère municipale à Tarnos et enseignante. On est d'accord, mes fiches sont à jour. Tout à fait. Et vous, monsieur Brutail, vous êtes opérateur de saisie au fret ferroviaire. C'est ça. C'est-à-dire? Je travaille dans un bureau où je m'occupe des contrats des clients, les livraisons, les expéditions. Donc, tout ce qui est partie mobilité, vous avez une vision et vous pouvez nous dire ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas. Du transport de marchandises. Ouais. Ouais. Justement, c'est un vrai débat, le transport de marchandises fret ou camion. Ça va être intéressant d'en parler. Ah ben oui, ben le débat il existe depuis longtemps et de plus en plus il revient dans les discussions. Ouais. Donc quand on est sur les sujets, je vous prononcerai ces trois mots, LGV, je suis sûr que vous aurez des choses à dire. Oui, sûrement. D'accord, donc comme j'ai commencé un peu en souriant, puisque vous êtes délégué, j'ai oublié une chose, vous êtes délégué syndical CGT. C'est ça. Voilà. Pour vous, c'est important, cette action de délégué, d'être au cœur de l'action pour faire entendre sa voix? Oui, ben, surtout à la SNCF où il y a un gros syndicalisme depuis longtemps. Et de plus en plus, ben, les cheminots ont besoin de délégués ou d'agents à proximité pour les défendre parce qu'on sent que le transport et de ferroviaire, de marchandises et de voyageurs et de plus en plus, on va dire, sur la mauvaise voie, sans jeu de mots. Il y a des suppressions, des restructurations sans cesse, il y a du mal-être à la SNCF, on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu des suicides, et donc il faut des hommes et des femmes pour défendre et cadrer tout ça, quoi. Donc, ça me permet de signaler que vous êtes France Insoumise, vous vous présentez dans le canton du Seignance. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement sur cette candidature? Pourquoi aller au combat pour représenter votre voix au département? Et ben, déjà, c'est la continuité des municipales pour ma part, des dernières élections législatives pour Caroline et la continuité d'un programme qui est de la France Insoumise, qui est l'avenir en commun, et donc dire qu'il y a du combat et des idées qui sont là dans le Signan et dans les Landes, portées par plusieurs personnes, femmes et hommes. Et donc nous, c'est faire connaître et encore plus élargir le socle des votants pour notre programme. J'allais dire France Insoumise, vous avez un leader charismatique, si on peut dire, mais les gens ne connaissent pas bien ce qui se passe derrière les idées. On parle tous de votre leader. Pour vous, c'est important, justement, à travers ces élections, de pouvoir dire pourquoi vous vous battez? Oui, c'est vraiment très important parce que, bon, d'abord, réduire la France Insoumise à un leader, ben, c'est pas comprendre le mouvement. Parce que nous, ce qui nous réunit, c'est l'avenir en commun. Donc, c'est-à-dire les idées. On ne vote pas pour des hommes, on vote pour des idées. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important pour nous. Et je pense que l'importance qui est la France Insoumise, qui soit représentée sur les territoires, c'est que c'est un programme de rupture avec ce qui existe. On le voit un peu partout, hein, c'est tout le monde sauf la France Insoumise. Pourquoi? Parce qu'on propose des idées qui ne sont absolument pas dans le courant politique actuel. Donc, on viendra sur les idées. On va d'abord parler justement, et ça va être l'occasion d'expliquer en quoi c'est différent, parce que vous trouvez aujourd'hui que vous, en politique, ça manque de visibilité à beaucoup de niveaux. Expliquez-moi. Il y a une grosse opacité aujourd'hui dans le monde politique. C'est-à-dire que les décisions, elles sont prises par un petit nombre et pas toujours en concertation avec les populations. Et donc, c'est un peu ce qui nous pose problème. Donc, quand vous dites un petit nombre, on prenait l'exemple du bilan des 6 années de la majorité départementale. Vous me disiez, on parle du projet pour lequel ils ont été élus. 6 ans plus tard, on ne sait pas ce qu'ils ont fait finalement, avec précision. Non, on ne sait pas, parce que les idées de base, on les a oubliées. Les gens y votent, mais les idées, on les oublie. Alors après, il y a des belles plaquettes et des belles communications pour dire on a fait ça ou ça. Mais dans les faits, on se rend compte que si on va creuser, il y a des choses qui peuvent être améliorées ou mieux gérées, quoi. Donc pour vous, transparence, il faut trouver des systèmes pour faire de la transparence. Transparence et donner un peu plus de la parole aux citoyens. Transparence et participation en fait. Que les projets, ils émanent des gens
qui ne tombent pas du ciel en disant bon, mais voilà, on va faire ça. Nous, notre idée, c'est quand même de faire tous ensemble. Donc là, on parle de référendum, de vie participative, de ce genre de choses. oui, et aussi de révocation des élus. C'est-à-dire que nous, on propose des choses et à un moment, on fait un point et on dit est-ce qu'on fait ce qu'on a dit, oui ou non. Si on fait ce qu'on a dit, on reste et on continue. Sinon, ben, c'est les citoyens qui vont nous dire bon, mais merci, au revoir, on veut modifier. On veut d'autres personnes qui fassent ce qu'on leur a demandé. Exactement. D'accord. Toujours dans la même style d'idée, j'aurais tendance à dire, vous parliez on parlait de la gestion financière d'un département, et vous trouvez, alors vous ne remettez pas en cause la gestion, mais vous trouvez que l'utilisation, vous n'utiliseriez pas l'argent de la même manière. Expliquez-moi. Oui, on ne dit pas que le budget est mal géré, parce qu'on voit que le taux d'endettement il est plus bas par rapport à la moyenne, etc. Il y a une bonne gestion globale. Mais il y a des points précis, alors on peut en donner un ou deux, où l'argent public pourrait être mieux donné, mieux géré pour une population plus large. C'est-à-dire un ou deux exemples justement pour bien faire comprendre ce que vous voulez dire. Bon, moi je vais parler pour le canton du Seignens, parce que nous on parle du canton du Seignens, voilà, évidemment. Vous visez le canton du Seignens. Voilà, c'est ça. Du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que l'argent public, en fait, aujourd'hui, il peut être capté par du privé. Et ça, c'est quand même une aberration. Alors, je parle, en l'occurrence, là, ils vont faire un restaurant d'entreprise pour Safran. Safran, 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont droit au CICE. Alors, il y a 1500 employés à Tarnos. Mais ils ont les moyens de se payer leur propre restaurant d'entreprise. Or là, le département va donner 8 millions d'euros et avec une participation de la communauté des communes à hauteur de 1,5 million d'euros. Et on pense que cet argent, il ne doit pas revenir à des entreprises privées qui sont cotées en bourse et bon, l'aéronautique, ils ont de quoi vont revenir financièrement. D'accord. Autre exemple d'utilisation différente du budget, vous parliez mobilité, vous êtes dedans, vous ne le feriez pas comme ça. La mobilité, ben, on se rend compte que au niveau mobilité, il y a quand même encore, surtout dans le département des Landes, il y a des zones qui sont assez rurales, assez éloignées des grosses villes, Dax, Mont-de-Marsan ou des métropoles comme Bordeaux, où on peut améliorer la mobilité, que ce soit ferroviaire, parce qu'on n'a qu'un axe, c'est Bordeaux, Dax, Bayonne. Au niveau des bus, on se rend compte que la majorité des bus départementaux ils se concentrent sur la partie ouest, on va dire. Donc améliorer peut-être la partie est et nord des Landes. Au niveau de la mobilité, oui, voilà. Et aussi amener dans les communes rurales qui sont complètement sinistrées en termes de transport. Donc c'est bien aussi de voir toutes les communes, parce que notre principe c'est l'égalité sur le territoire. Parce que quand on est en ville, on peut se déplacer partout, mais dès qu'on est dans des communes rurales, c'est beaucoup plus complexe. Alors, on parlait d'argent, de gestion, justement, là aussi j'y reviens, parce que tout ça, ça a un coût, et vous dites, allons chercher l'argent où il est. Par exemple, le cumul. On entend parler du cumul des mandats, et vous expliquez pourquoi vous, le cumul des mandats, c'est un problème de gestion par les indemnités, et on peut récupérer de l'argent. Oui, il y a un gaspillage énorme d'argent public, parce qu'aujourd'hui, on a des élus qui cumulent des mandats, mais surtout qui cumulent des indemnités. Résultat des courses, ça fait des grosses sommes d'argent qui ne servent pas à l'intérêt des citoyens sur les territoires. Et ça nous pose réellement un problème. Et alors, on va faire le tour des cumuls, parce que, comme vous dites, cumul de fonctions, cumul d'indemnités, cumul, alors là, presque à l'opposé, pas de cumul des idées. Non, voilà. Toutes les idées, elles sont concentrées aux mains de certaines personnes, donc un très petit groupe de personnes qui est élu depuis, notamment sur le département depuis une trentaine d'années. Ce sont toujours les mêmes qui décident, qui choisissent ce qui est fait. Alors oui, il y a toujours des slogans partout, c'est la mode, démocratie participative, les citoyens au cœur des décisions. Sauf que dans la réalité, on présente des projets finis aux citoyens. On ne leur présente pas des projets en leur disant « qu'est-ce que tu voudrais chez toi ?» Non, 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 c'est un grand projet qui est décidé et qui est mis en place. C'est pour vous une raison de la pauvreté, si on peut dire, de l'idée politique, qu'il n'y a pas d'idées qui circulent, puisque c'est toujours les mêmes, donc ce brassage d'idées n'a pas lieu par ce système-là? Oui, disons, il y a ce cumul des mandats, et il y a aussi, on va le dire, du copinage entre guillemets entre certains partis. Et donc ils s'arrangent, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. On le voit pour les élections, on le voit pour
la gestion d'une commune, etc. Moi, je me posais la question, est-ce que si on fait un référendum, est-ce que les gens ils veulent une vague artificielle? J'aimerais savoir la réponse du référendum, par exemple. Utiliser le référendum très régulièrement, pour vous, c'est presque indispensable? Pour des gros projets qui coûtent de l'argent public, oui. Oui, c'est certain. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, le constat qu'on fait là depuis quelques années, c'est qu'en discutant avec les gens, à chaque fois qu'on leur dit, bon là en l'occurrence, alors les départementales, c'est bientôt, bon c'est bon, la politique, ça m'intéresse pas. D'accord? Bon, oui, alors c'est des cumulards, les élus ils sont hors sol, ils savent pas ce qu'on veut, ils savent pas nos besoins, parce qu'on vit pas dans les mêmes sphères en fait. Et finalement, toutes ces idées et tout cet argent qui est capté, la plupart des citoyens, je crois, n'ont pas encore fait le lien que c'est leurs impôts. C'est de l'argent public, on donne un mandat à des gens pour utiliser notre argent pour faire des projets. Or, si on dit aux gens demain, bon, il y a 8 millions d'euros sur la table, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas du tout la même chose que de leur dire, bon, mais pour 8 millions d'euros, on va faire ça. Et du coup, je crois aussi que le fait que ce soit capté par un petit nombre, la politique, eh bien, ça amène l'abstention. Bien sûr, ça les arrange. Moins il y a de gens qui votent et plus leur famille politique se déplace et ils sont élus. Donc on a quand même une problématique aussi sur les idées. Parce que les gens se désintéressent parce que les politiques qui sont mises en place, ça ne les intéresse pas. Que ce soit la vague artificielle, le golf, je pense qu'il y a très peu de Landais qui ont fait ces demandes en termes de projets, de grands projets qu'on leur impose en fait. Pour vous, aujourd'hui, élu, c'est un métier? Aujourd'hui, oui. Ah oui, c'est des professionnels, ils font que ça. Il y en a, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Hein. Ils ont été que élus. Ça a été la seule fonction et ils ont oublié que c'était une fonction, que c'était pas un métier. Or aujourd'hui, l'objectif d'un élu, c'est d'être élu et de tout faire pour être élu au mandat suivant. Donc il n'est pas au service de la population, il est surtout au service de lui-même. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, France Insoumise, le regard pour vous sur votre parti, il dérange? Ah, il dérange, oui. Il y a beaucoup de choses qui dérangent, oui, apparemment chez la France Insoumise. Mais je pense que si on dérange, c'est que les idées, elles sont bonnes. Et du coup, ça les dérange à eux parce que si on change de politique, ça ne sera plus les mêmes personnes, ça ne sera plus leur intérêt à eux. Donc oui, forcément, ça dérange. Je vais continuer dans cette idée puisque c'est ce que vous revendiquez. On va parler, par exemple, même dans un autre domaine qui pourrait, a priori, ne pas les concerner. Vous me dites la forêt. Là aussi, on revient sur le problème privé-public. Expliquez-moi comment la forêt peut devenir un problème public et privé. Et la forêt, surtout dans les Landes, où on a la plus grande forêt d'Europe de pins. On a une des plus grandes forêts au niveau national du monde. Et donc du coup, nous, pour le département, je veux dire, la Nouvelle-Aquitaine, oui, il y a 7 hectares sur 10, c'est du privé. Donc particulier où on a des groupes comme, on se rend compte, comme Quick ou comme Carrefour Boulanger, qui ont de la forêt. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Là, on ne sait pas. Pourquoi ils ont de la forêt, on ne sait pas. Donc ils touchent aussi de l'argent public par rapport à ça. Qu'un particulier touche l'argent public pour gérer sa parcelle de forêt, ça, c'est normal ou s'il la gère bien. Mais on se rend compte que la forêt landaise, depuis plusieurs années, elle est de moins en moins bien gérée. Il y a l'ONF qui est déstructuré, qui n'est plus là. Il manque d'effectifs, de budget, donc ils sont pas assez pour réguler tout ça. Et on se rend compte que la forêt landaise, elle était fournisseuse de métiers, elle était fournisseuse de travail, et tout disparaît. Tout disparaît. On a l'exemple de l'usine d'Arbaud, on a d'autres exemples d'usines qui ont fermé sur Souston, etc. Et cette forêt, elle ferait, parce qu'elle a fait, et on exporte tout en fait. Donc on exporte notre bois, et on le fait revenir plus cher. Travailler, auxilier, comme ça. Et la logique, elle est où? Donc... Ouais, on va repartir dans les circuits courts finalement, parce qu'on parle toujours de circuits courts en alimentation, on y reviendra en agriculture, mais finalement, vous dites circuit court à la forêt, circuit court en électricité. Expliquez-moi cette notion que vous défendez de circuit court. On a tout chez nous, donc pour l'envoyer ailleurs pour le récupérer plus cher. C'est un peu ça l'idée. Oui, ça a très peu de sens. En fait, la France, ou au moins le département, on a un savoir-faire. On sait faire les choses. Mais parce qu'on est dans un système mondialisé et néolibéral,
il faut faire le plus d'argent possible. Or, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut faire travailler ces populations. Le bois, on sait le travailler. Donc, à partir du moment où on a la plus grande forêt d'Europe, il faut qu'on se mette au service de ce système économique. Et il y a des entreprises qui peuvent être créées sur le territoire pour pouvoir non seulement faire travailler des gens, mais aussi faire baisser les coûts pour les usagers, les clients. Est-ce que cette pandémie, justement, ça n'a pas un peu montré aussi ce système, la problématique de ce problème, de ce système? On se rend compte que les circuits courts, c'est pas forcément plus cher. Le produit final est plus cher qu'un produit qui vient de Chine ou qui arrive de je ne sais pas quel pays, où la main-d'œuvre, et ne parlons pas de l'emploi des enfants, etc. Mais oui, ça revient parce que les gens ils se sont rendus compte qu'étant confinés, ils ne pouvaient plus aller dans les grandes surfaces et quoi que ce soit, donc ils se rendent compte que les petits commerces, ils ont eu leur utilité, et là ils se sont rendus compte que le petit marchand de vin, la petite épicerie, ils en ont besoin. Et puis ça fait vivre un emploi et ça fait vivre une famille. C'est pas un gros groupe qu'on va engraisser encore plus, quoi, en fait. Et puis ça crée du lien social. Voilà, de savoir que l'agriculteur du coin, il mange ses légumes, c'est un gage de confiance, on peut discuter, pour tous les autres métiers, c'est important la proximité, parce que les gens aujourd'hui, ils recherchent du lien social. C'est ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de projets pharaoniques, ils ont vraiment besoin de local et de proximité. De vivre ensemble. Oui. On parle aussi des répercussions sur le climat par ça, parce que vous me dites, ok, la forêt est devenue intensive. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que ça a aussi une répercussion sur le climat? Parce que quand on coupe du bois, les degrés augmentent. Je sais pas, allez-y. Oui, forcément. La forêt protège. La forêt, les arbres protègent. On le voit dans les grandes villes maintenant, ils mettent de plus en plus d'arbres pour protéger de la chaleur, etc. Donc quand on fait des coupes rases dans une forêt, il ne reste plus rien sur je ne sais pas combien d'hectares. Et donc forcément, la température au sol augmente, ça peut aller jusqu'à 10 degrés, il y a des études qui font que et tout est perturbé, l'écosystème est perturbé, l'eau est perturbée, et ça appauvrit les sols. On est en train de faire en fait pour les forêts ce qu'on a fait avec l'agriculture intensive. On est en train de faire la même chose pour la forêt. Donc tout est lié en fait. On parle justement de forêt, tout ça, il y a du transport, de la mobilité, c'est votre domaine, c'est aussi une vraie problématique, la mobilité aujourd'hui. Oui, on l'a abordé précédemment sur les transports en commun en l'occurrence, voilà, qu'il fallait s'axer plus sur la ruralité, développer le ferroviaire. Par exemple, nous, dans notre canton, il y a des gares, la première gare elle est à Andres, et on peut aller jusqu'à Dax, donc Bordeaux, etc. Et du coup, il faut développer absolument ce mode de transport propre qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et donc, par rapport à l'environnement aussi, voilà, de mettre ça par. Ce qui fait, justement, on en discutait, comme vous dites au début de l'interview, LGV, pour vous, pas question, même si vous êtes dans ce métier-là, c'est pas. Il y a d'autres solutions. LGV, quand on met 8 milliards sur la table pour gagner, on va dire, 1 heure Bordeaux-Toulouse ou 2 heures sur 3 heures ou sur un Toulouse-Paris, c'est quoi l'utilité de 8 milliards, quoi? C'est quoi l'utilité? Alors que les 8 milliards, on pourrait les mettre sur du transport du quotidien. Caroline parle de la halte de Andres. Andres, il y a 2 trains qui s'arrêtent par jour, quoi. Un pour aller travailler, un pour revenir. Mais je veux dire, c'est pas que ça. Les gens, ils veulent aller les jeunes, ils veulent aller au lycée, ils veulent travailler. Enfin, je veux dire, il y a du loisir. C'est augmenter, donner de l'offre, et l'offre suivra. Enfin, je veux dire, la demande suivra. Si on met des trains du quotidien, là à Bordeaux, ils veulent faire un RER par exemple. On ne va pas demander un RER dans les Landes, mais plus de trains du quotidien, à plus d'heures cadencées. Et forcément, on voit que l'autoroute, elle est pleine de camions. Enfin, moi, je viens du transport de marchandises. Je le vois au quotidien, la destruction du fret ferroviaire, quoi. Morsex, dans les Landes, il y avait un triage qui employait des gens, des cheminots, qui faisaient vivre des familles, toujours pareil. Il n'existe plus, on n'en s'en sert plus. Alors qu'on pourrait faire, par exemple, une sorte de petit triage à Morsex, faire venir le bois, par exemple, le bois en train ou d'autres choses dans les Landes, le faire venir à Morsex, et le train il passe à Morsex, forcément. Donc on le fait arrêter, on prend les wagons et on repart sur Bordeaux. Et tout ça, ça a été arrêté, en fait, pour une notion de rentabilité. Voilà. Et qui finalement s'adresse encore une fois à une classe de la population. Parce que les billets de train LGV, ça ne sera certainement pas les billets de train TER Aquitaine.
Donc voilà, on favorise toujours la même classe sociale et le besoin finalement, c'est de faire une navette de Biodos à Andres pour pouvoir se rendre à Bayonne ou à Dax sans utiliser sa voiture. C'est du bon sens en termes de déplacement. On veut éviter au maximum les voitures polluantes, mais il faut qu'on mette en place derrière les moyens pour les gens de se déplacer par les transports en commun. Donc là, on a fait un gros tour de tout ce que vous vouliez dire. Je présume qu'il y a encore plein de choses à dire, mais le temps passe. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui passent sur ce plateau. C'est que le 20 juin, on va voter. On va aller aux séances. Il y a 4 listes. Il faut que j'en choisisse une. Pourquoi je dois prendre la vôtre plutôt qu'une des 3 autres? Tu veux? Oui, vas-y, vas-y. Bon, moi, d'abord, je m'adresse à tous les électeurs de tous bords politiques. Notre intérêt, c'est vraiment que vous alliez voter. C'est très important d'aller voter parce que c'est toute la manière de faire sur le territoire qui va être prise en compte maintenant par ces élections. Et ensuite, pourquoi il faut voter pour nous? Parce que nous, on est des gens comme vous. On n'a pas de directeur de cabinet qui nous présente des projets, on n'a pas de conseiller qui nous explique ce qu'on doit dire. On est des gens dits normaux, on est dans la société civile. On se lève le matin pour travailler, on garde nos gosses, on est comme vous. Et donc, la chance que vous avez en votant pour nous, c'est que si vous n'êtes pas content, vous pouvez nous révoquer. Oui, puis je rajouterais que c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est des nouvelles idées, des idées qu'on n'a jamais vues appliquées, surtout dans notre département ou dans le canton. Donc des idées nouvelles, des idées qui feront participer les gens. Pourquoi les gens ils s'abstiennent? C'est ce que disait Caroline, parce qu'ils sont dégoûtés un peu de la vie politique globale, nationale. Et tout ça pour eux c'est un peu opaque, ça ne les intéresse pas. Donc nous ce qu'on veut c'est les intéresser, les mettre dans la participation de leur commune, de leur département. Et donc forcément il n'y a pas 36 partis politiques qui veulent faire ça. Donc votez la France Insoumise. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau pendant cette campagne. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Rendez-vous au 20 juin. Je vous dis Merci. à bientôt. Au revoir.